Alors, on me dit, oui, non, l'agriculture, on a fait des performances, on va même cultiver dans les villes, dans les immeubles. Oui, bien sûr, on peut. Mais ça suffit pas, les protéines végétales et animales, c'est dans la mer qu'on les trouvera. Et dans la mer, on les trouvera en 2050 et on pourra nourrir 10 milliards d'habitants si on a compris que le plancton d'aujourd'hui fait les protéines de demain. Mon idée, c'est convaincre le plus grand nombre. Second volet de l'entretien avec Pierre Molot, l'amoureux du plancton. Pierre a consacré sa vie au petit peuple, ces êtres vivants tellement importants et tellement pas connus, en tout cas du grand public. Il est peu considéré alors qu'il est essentiel. Comme le rappelle Pierre avec malice, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ce que disait Saint-Exupéry. Le plancton produit entre la moitié et les 2/3 de l'oxygène qu'on respire et absorbe plus de la moitié du CO2 émis sur Terre, toutes origines confondues. Il est à la base de la chaîne alimentaire marine. Tout commence par le plancton. Et tout a commencé par le plancton il y a plus de 3,5 milliards d'années dans l'océan primordial. Pierre Molot s'est battu toute sa vie pour connaître et faire connaître le plancton. Cet homme, d'une infinie gentillesse et humilité, a créé des observatoires du plancton aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme dans ses livres et ses conférences et par ses infatigables interventions dans les écoles. Le plancton souffre du réchauffement climatique, de la pollution. Sa composition change et pas forcément en notre faveur. C'est ce que nous allons voir avec Pierre. Dans ce second volet, Pierre nous explique ce qui est en train de changer. Rebonjour Pierre. Bonjour Marc. Je te rappelle, pour ce deuxième épisode, tu es toujours à Port-Louis, dans le Morbihan, en Bretagne. Je rappelle que tu es ce spécialiste mondialement reconnu du plancton. La dernière fois, on a vu toutes les bases concernant le plancton. On a vu c'était quoi, on a vu qu'il y avait le phytoplancton, on a vu qu'il y avait le zooplancton, c'est-à-dire le plancton végétal, le plancton animal. On avait donné quelques exemples de chaque. On avait expliqué qu'ils vivaient dans les premiers mètres de la surface des océans, mais aussi qu'on les trouvait partout en eau douce, qui étaient même beaucoup plus concentrés en eau douce qu'en eau de mer. Le plancton, tu en parles avec une grande tendresse. Tu l'appelles le petit peuple de l'eau, un peu comme si c'était des petits lutins. On sent que tu l'aimes, hein. C'est pas juste une matière que tu enseignes, tu y as consacré ta vie et tu adores le plancton. Tu en parles très bien dans tes conférences. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des marais salants ? Ah oui, avec plaisir. Ah oui, plaisir. C'était une belle rencontre pour moi, les marais salants. J'ai vu qu'il y avait une explosion de plancton à l'embouchure des fleuves et surtout dans les marais salants. Explique-moi pourquoi, explique-moi comment. Les fleuves, on comprend bien parce que la rencontre des eaux salées et des eaux douces crée une alchimie complexe qui fait la grande diversité du phytoplancton. Pardonne-moi Pierre, pour toi c'est évident, mais pour moi ça ne l'est pas, et ceux qui nous écoutent peut-être non plus. Pourquoi la rencontre de l'eau douce et de l'eau de mer produit cette explosion de vie ? C'est pas évident pour moi. Concrètement, qu'est-ce qui fait que c'est si explosif, entre guillemets ? C'est parce que les fleuves apportent des éléments minéraux qui sont essentiels à la base de la chaîne alimentaire qu'on appelle le phytoplancton. Sans les sels minéraux, si c'était des eaux sans sels minéraux, ce sont des eaux stériles, on va dire, hein. C'est l'apport de sels minéraux des fleuves qui fait que le phytoplancton va bloomer dans les estuaires. Que veut dire le terme bloomer ? Bloomer, c'est explosion, prolifération. C'est étonnant, c'est un joli mot. Bloom en anglais, ça veut dire fleurir. Fleurir, voilà. Épanouir. Ouais. Et donc, pour les marais salants, pourquoi ? Alors là, c'est fantastique, les marais salants, parce que c'est toute la diversité de la salinité. On passe de 34 pour 1000 de salinité à 300 pour 1000 de salinité dans les marais salants. Donc, on a tout le panel des salinités. Et en plus, on a une faible épaisseur d'eau. Ça dépasse pas 1,50 m, l'épaisseur d'eau des marais salants. Et donc là, c'est une explosion de diversité fantastique. Je pourrais en parler des heures sur les marais salants. C'est ce que mangent les flamants roses, cher Pierre. Oui. Tout le monde actuellement dit c'est super, il y a de plus en plus de flamants roses, ils reviennent, ils se reproduisent, c'est un bonheur sur les étangs de Camargue, etc. Et moi, c'était dans les années 80. J'étais très heureux aussi de voir ces flamants roses se développer dans les marais. Et alors, il y a un pêcheur qui me dit, mais tu sais que c'est à cause de la dégradation de la qualité des eaux qu'il y a des flamants roses ? C'est un pêcheur. Il me dit, regarde, on est à Carnon, on est derrière Palavas, on est derrière la Grande Motte. Regarde le paysage.
Moi, ici, je pêchais dans les étangs, dans les marais, des poissons, des crustacés. C'était formidable. Il y avait 1,50 m de hauteur d'eau. Et depuis qu'on a bétonné le littoral de cette région, qu'est-ce qu'on a fait? On a asséché les marais littoraux et les niveaux sont descendus, et les poissons ont disparu, les crabes ont disparu, ne survit que le zooplancton et le phytoplancton. Et ça tombe bien, les flamants roses adorent ça. Donc, les flamants roses sont synonymes de dégradation de la physique, de la circulation des eaux. Je l'ai écrit dans l'enjeu plancton, ça déjà, en 2009. Excuse-moi, mais pourquoi ils sont rouges, les flamants roses? C'est parce qu'ils mangent justement du plancton qui contient beaucoup de carotène. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais. Oui, cette carotène, ils le retrouvent dans le phytoplancton. Le carotène qui est quoi? Qui est un pigment? Comme la chlorophylle qui fait du vert, il y a le pigment caroténoïde qui fait des pigments rouges, quoi. Et le carotène fait partie de la nourriture des flamands, c'est-à-dire il est contenu dans ces petits copépodes, dans ces petites algues. Riche en carotène. Ouais. Mais pardonne-moi, le carotène, il est dans le phyto ou dans le zooplancton? Il est dans le phytoplancton d'abord. La carotène, un animal ne sait pas synthétiser la carotène, ne sait pas faire ça, ni de la chlorophylle, ils ne savent pas. D'accord. Mais ils se nourrissent de phytoplancton qui sont riches en carotène. Et les animaux, on les connaît bien, c'est les Artemia salina. Les artémias, bien sûr. Le mot salina veut bien dire des choses. C'est un zooplancton, les artémias. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une toute petite crevette microscopique. Hein. Un peu comme les copépodes, quoi. Ouais, voilà, un peu, voilà. C'est assez proche des copépodes, sauf que l'Artemia, c'est l'ancêtre des copépodes. Elles n'ont pas de carapace. C'est des crustacés. Les branchies sont à l'air libre, quoi. Et elles n'ont pas encore, dans l'évolution, fabriqué des carapaces pour se protéger. Il faut attendre l'apparition du krill pour avoir cette carapace pour protéger les organes des crustacés. Mais ça, c'est une autre histoire. Parle-moi des idées que tu développes et qui sont peut-être étonnantes ou contre-intuitives dans ton manuel du plancton. En gros, pourquoi je l'ai écrit, quoi? D'abord, les gens qui ont lu l'enjeu plancton, ils m'ont dit, bon, on a compris avec l'enjeu plancton que le plancton, c'est ta passion, etc. Nous, maintenant, on veut que tu nous fasses rentrer dans la goutte d'eau. Et donc, l'histoire de ce manuel du plancton, c'est de faire rentrer le lecteur dans la goutte d'eau, comprendre les cyanobactéries, les dinoflagellés, les copépodes, etc. Raconter toute cette histoire-là. Et donc, pour ça, soit je m'associais à un scientifique, ou soit je m'associais à une écrivaine. Et donc, j'ai pris Anne Nourri parce qu'elle écrit des scénarios de films et elle connaissait pas le plancton. Et donc, c'était génial. On a écrit comme ça. Donc, je racontais mon histoire, un peu comme on ça raconte là. Et elle écrivait, elle ciselait les mots, elle organisait hein, pour me canaliser moi, parce qu'elle me dit, attends, tu pars dans tous les sens, hein, il faut... Ah, bah tu vois, il n'y a pas que moi qui te le dis, cher Pierre. Le manuel du plancton, il est fait pour ça, justement. Bon, on reprend tout à zéro depuis 3 milliards et demi d'années, etc. Ma question, c'est quelles sont les principales thèses que tu développes dans ce bouquin? Ma thèse, c'est de dire, tout le monde parle de la biodiversité. Et quand on parle de la biodiversité, on parle de quoi? De l'ours blanc, de la baleine, des requins. Et on a raison. Mais qui parle du plancton, quoi? Il n'y a personne qui parle du plancton. Si, il y a quelques scientifiques quand même, des érudits, qui sont des passionnés de plancton, mais on ne les entend pas. Par contre, ceux qui parlent de la baleine, ça, on en parle beaucoup. Donc moi, j'avais envie que le plancton soit pas un domaine réservé aux scientifiques. Et pas seulement aux professionnels de la mer, que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec les paludiers, les pêcheurs, les ostréiculteurs. Donc le plancton, c'est leur ADN, quelque part. C'est quoi un paludier, Pierre? Un paludier, c'est un saliculteur, c'est un homme ou une femme. Hein, qui travaille dans les marais salants? Les marais salants qui récoltent le sel. D'accord. Palu, c'est du mot palu, le paludisme, les moustiques, etc. Ah oui, la racine palu, ça veut dire marais, je crois que c'est en latin. Voilà, donc mon idée, c'était de profiter des connaissances que j'ai pour les transmettre au plus grand nombre, parce que nous, on a besoin des citoyens, quoi. Il faut pas que ce soit un domaine réservé aux spécialistes, quoi, le plancton. C'est l'affaire de tous. Des ours blancs et de la baleine, c'est l'affaire de tous. Mais le plancton aussi, quoi. Quels sont les dangers qui menacent le plancton? Le plancton lui survivra. De toute façon, il a plus de 3 milliards d'années. Donc, tout doucement, le plancton va s'éliminer. Les diatomées, il y en aura moins. Il y aura plus de dinoflagellés. Il y aura moins de dinoflagellés. Il y aura plus de cyanobactéries, etc. Pas de souci pour elle. Assez remonter le temps en arrière, etc. Le souci, c'est la connaissance. Tout le monde connaît la forêt, le fonctionnement d'une forêt, l'agronomie des sols, on connaît, quoi. On sait l'impact quand on dégrade l'agronomie des sols, quel impact ça a sur l'environnement. Mais peu de gens savent la dégradation de la qualité des sols, l'impact que ça a sur le plancton, quoi. Et ça, moi, je travaille avec des jeunes, encore 20 ans, 18, 20 ans, qui auront 50 ans en 2050, et on a fait des scénarios, on s'est projeté. C'est formidable de travailler avec des jeunes, parce qu'en 2050, d'après ce qu'on dit, dans la presse, on ne sera pas 7 milliards, on sera peut-être 9 ou 10 milliards, bon, admettons, quoi. Hein. Et si on regarde autour de nous, où on va trouver la nourriture pour l'humanité, et moi, la thèse que je défends, c'est la mer qui nourrira l'humanité en 2050. C'est pas la peine de tourner autour du pot.
Alors, on me dit, oui, non, l'agriculture, on a fait des performances, on va même cultiver dans les villes, dans les immeubles. Oui, bien sûr, on peut. Mais ça suffit pas, les protéines végétales et animales. C'est dans la mer qu'on les trouvera. Et dans la mer, on les trouvera en 2050 et on pourra nourrir 10 milliards d'habitants si on a compris que le plancton d'aujourd'hui fait les protéines de demain. Mon idée, c'est de convaincre le plus grand nombre. J'entends, Pierre. Alors moi, je fais partie de ces gens tous les matins qui avalent 2 pilules de spiruline, qui est cette justement cyanobactérie dont on avait parlé dans le premier épisode. Mais concrètement, Pierre, comment on nourrit des gens avec du plancton, concrètement ? Mon idée, c'est pas de nourrir des gens avec du plancton. C'est un plus. Moi, je me nourris aussi de l'aspirine tous les jours, matin, midi et soir, dans mes repas. Je prends pas des pilules. Moi, je prends des paillettes. Chacun envoie midi à sa porte. Non, mon idée, c'est surtout pas que le plancton va nourrir la planète. Non, le plancton va nourrir le zooplancton qui nourrira les poissons, et les poissons, c'est ce qui nourrira. Oui, mais ça, c'est ce qui se passe déjà, Pierre. C'est ce qui se passe déjà dans la nature. Oui, mais si on dégrade la qualité du phyto et du zooplancton, les stocks de poissons, ici ou là, disparaissent. On dit que c'est à cause de la surpêche. Non, sur le littoral, moi, je connais des espèces de poissons qui ont disparu et ils n'ont jamais été pêchés. Et quand tu regardes comment ils vivent ces poissons, comment ils naissent, etc., je ne vais pas raconter là, mais les lonçons, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant. C'est les pêcheurs qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, tu sais, il y a des espèces de poissons qui disparaissent, ils n'ont jamais été pêchés. Donc pourquoi ? Donc on a regardé au microscope. Mais j'ai dit, mais oui, mais c'est normal. Parce que ces poissons-là qui disparaissent, ils se nourrissent pas de zooplancton à la naissance. La bouche est trop petite. Ils se nourrissent de phytoplancton. Et donc, si le phytoplancton n'est pas là, ces poissons disparaissent. Oui, mais les bars et les dorades, c'est différent. Les bars et les dorades, quand ils naissent, ils ont une bouche assez grosse pour déjà manger des rotifères, des copépodes, des larves d'oursins, des larves de crevettes. Donc, ils trouveront toujours dans leur panier. Pourquoi le phytoplancton dont tu parles a disparu ? Pour moi, c'est la pollution, la chimie de l'eau, quoi. Les traces de métaux lourds, de chimie qu'on déverse dans nos eaux, dans nos fleuves, dans nos rivières. C'est ce que tu disais sur le premier épisode. Tu disais que tu avais observé toi-même que les diatomées disparaissaient très vite dès qu'il y avait des particules chimiques inhabituelles dans l'eau. Voilà, et je ne suis pas le seul. On l'a étudié avec des scientifiques que je connais bien. C'est ça le gros problème, c'est que si on touche à la qualité des eaux, on réduit la diversité. Et quand on réduit la diversité du phytoplancton, on réduit... Concrètement, tu veux qu'on fasse quoi, Pierre ? Quelles sont tes solutions ? Après ton diagnostic, quelles sont tes solutions ? Ma solution, c'est d'apporter la connaissance au public, aux agriculteurs. J'ai fait ça toute ma vie, c'était mon métier, d'expliquer aux agriculteurs l'impact de leurs pratiques sur le plancton. Bon, ça suffit pas. Il faut que j'explique aux citoyens, aux jardiniers du dimanche, aux villes, aux élus qui utilisent pour les golfs, pour les machins, parce que la SNCF qui utilise des pesticides pour les rails. Bref, l'utilisation des pesticides, c'est pas seulement des agriculteurs. Il faut savoir que chez les urbains, chez les industriels, bref, dans l'environnement touristique, on utilise énormément de pesticides. On parle de 50%. Et tout ça finit dans les océans. C'est ce que tu es en train de dire. Et donc, ça impacte la qualité du phytoplancton. Alors après, l'autre impact, c'est le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, pour nous, c'est la montée des eaux. La montée des eaux, c'est aussi l'acidification. Le réchauffement climatique, c'est l'acidification avec le CO2. Le réchauffement climatique, c'est aussi le déplacement des populations. Les copépodes, par exemple, remontent vers le nord. Donc les poissons, ils sont pas bêtes, et ils suivent. Donc actuellement, en Norvège, je crois qu'ils pêchent énormément de morues. Ils l'expliquent justement par ce déplacement des copépodes qui étaient dans nos eaux à nous, Atlantique, Manche et mer du Nord, et qui montent vers le nord. Oui, dans un de tes articles, tu disais qu'il y avait plus de morues dans la Manche. Oui, c'est Grégory Beaugrand qui a suivi justement le zooplancton, les copépodes, depuis 70 ans. Bon, il est plus jeune que ça, donc ses prédécesseurs étudient les copépodes depuis 70 ans. Et il a vu la migration des copépodes. Il parle de 25 km de migration par an, quoi, vers le nord. En 70 ans. En 70 ans. C'est énorme, énorme. D'accord. Je vais faire le calcul. Moi, j'aime bien les choses concrètes. J'ouvre ma calculette. 25 km par an pendant 70 ans, 25 fois 70 égale, ça fait quand même en effet 1750 km en 70 ans. La France fait, si je suis bien informé, 1000 km de hauteur. Donc en 70 ans, il y a eu un déplacement équivalent à pratiquement 2 fois la taille de la France. Juste pour donner un petit ordre de grandeur. Donc celui qui veut en savoir plus, il lit mes bouquins parce qu'on explique ça, Grégory Beaugrand, au laboratoire de Vimereux, qui raconte très très bien cette histoire. Parce que, oui, c'est ça que je voulais dire. Il dit, oui, mais moi, tu dis les pesticides, ceci, mais tu as les preuves scientifiques. J'arrête pas de dire, mais je veux pas de preuves scientifiques, j'espère qu'on ne les aura jamais.
parce que ce sera fini, quoi. Nous, en France, on attend le catastrophisme, on attend qu'on tombe dans le machin pour dire qu'aujourd'hui, on peut encore intervenir, on peut prévenir, on peut raconter le scénario. Donc, on peut encore agir sur ce problème-là. Attends, t'es en train de me dire qu'il n'y a aucun scientifique dans le monde qui a constaté ce que tu dis? Tout le monde le sait, sauf que moi, quand je fais des conférences, les gens vraiment érudits ou qui s'intéressent à la chose, à l'environnement, ils tombent des nues, quoi. Quand je raconte tout ça, ils me disent attends, mais on le sait pas, ça. Il y a que les passionnés qui savent, toi, tu fais partie de ces gens-là. Moi, j'ai rencontré Pierre Rabhi, on a échangé ensemble, chez lui, là-bas, dans sa ferme. C'est un élément que j'avais pas sur toi. Tu as rencontré Pierre Rabhi. Ah oui, c'est intéressant. Toi, le spécialiste de la mer, tu as rencontré, en gros, un spécialiste de la terre et vous partagez cette même vision. Ah, complètement. Raconte-moi cette rencontre, Pierre. C'était difficile parce que quand vous êtes devant Pierre Rabhi, vous n'avez pas envie de parler, quoi, que de l'écouter. Mon amie, Isabelle Lacour, a dit attends, calmons-nous. 50% la parole à Pierre Rabhi, 50% la parole à Pierre Monod, pour qu'il y ait un échange. Quand tu demandes Pierre Rabhi, t'écoutes, Et elle me dit attends, t'es là aussi pour raconter ton histoire de mer. Et c'était formidable parce que lui aussi, la mer. Ils sent bien que la mer joue un rôle important, mais ses connaissances sur le plancton, il ne l'avait pas. Donc, j'ai apporté un peu mes connaissances sur le plancton. Lui, bien sûr, il m'a apporté ses connaissances, son histoire sur les micro-organismes. Et puis, il m'a raconté son histoire d'où il venait. Et c'était incroyable. Il m'a dit, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé chez les usines Renault. J'ai dit oui. Et tu travaillais sur des machines à emboutir dans les usines Renault. Il était ouvrier, qui s'appelait Bliss. Il me dit, tu connais Bliss? Ben, j'ai dit oui. Moi, j'étais ajusteur dans une usine qui s'appelait Bliss et je fabriquais des machines pour chez Renault. Ah oui, donc vous êtes vraiment copains. Concrètement, qu'est-ce que l'un a appris à l'autre en termes de biodiversité, de plancton? Restons sur notre sujet. Moi, sur la Terre, je savais des choses. Je savais des choses sur la Terre, l'agronomie. Mais ce qui m'a apporté, c'est comment lui, dans un désert de sable, il était capable de relancer l'agronomie avec des feuilles, avec du compost, avec de la terre. Petit à petit, mode de terre à mode de terre, il arrivait à reconstruire des champs et de la production végétale en désert. Et je dis, moi, c'est pareil, mais au lieu des modes de terre, c'est des gouttes d'eau, quoi. On fait le même boulot, quoi, toi. Moi, c'est comment reconquérir la qualité pour que l'agronomie de l'eau, on va dire, soit équivalente de l'agronomie de tes sols. Et il m'a appris, il faut commencer d'abord par aller ici ou là, chercher quelques feuilles et créer un petit peu de compost avec des excréments d'animaux. Et puis, on fait des petites boules. C'était chacun fait sa part, quoi. L'histoire du colibri. Bien sûr. Pierre, tu as dit dans un de tes articles une phrase qui m'a beaucoup marqué. Pendant une grande partie de ta vie, tu as fait de la reproduction, par exemple, de homards et d'autres choses que tu relâchais dans le milieu naturel pour repeupler les océans. Et tu as dit repeupler les océans, c'est bien, mais préserver la qualité de l'eau, c'est mieux. Explique-moi ça. Oui, en 72, quand les pêcheurs de Watt sont venus me chercher pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que souvent on dit les pêcheurs c'est tout, ils pillent, ils tirent, mais ils remettent. C'est faux. Moi en 72, des marins pêcheurs, une coopérative, 350 pêcheurs, une ICOMA, ils m'ont demandé de travailler avec eux pour leur expliquer comment la mer se reproduisait, etc. Donc mon boulot, ça a été avec ces pêcheurs, de leur expliquer que dans la mer, s'il y avait des poissons, des coquillages et des crustacés, c'est avant, il y avait une production de phytoplancton, de zooplancton, qu'il fallait bien maîtriser ça. J'étais un peu révolté contre l'aquaculture intensive qui était en train de se développer à l'époque. Je travaillais à la Compagnie Générale Transatlantique. Alors eux, c'était l'aquaculture intensive. Et c'est pour ça que je les ai quittés en 71. Parce que pour moi, l'avenir de la planète, c'était pas l'aquaculture intensive, c'était l'aquaculture au service de la nature, au service de l'environnement. Mais je ne savais pas comment la concrétiser. Et c'est les pêcheurs qui m'ont dit, on va t'expliquer. Tu vas nous aider à comprendre le plancton végétal et animal. On va reproduire des homards. On va ensemencer la mer. Parce que si on n'ensemence pas la mer, si on en tire et qu'on ne remet jamais à la mer, à un moment donné, ça ne va pas y aller. Et donc, on a fait ces actions-là. Et assez vite, j'ai compris que les pêcheurs m'ont dit, tiens, on a un problème, la couleur de l'eau, ça va pas, etc. Oh là, je me suis dit, ça sert à rien de repeupler la mer, machin, si la couleur de l'eau est en train de changer. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis retourné vers les continents et j'ai découvert le barrage d'Arzal de la Vilaine. Et déjà, les pêcheurs me disaient, nous, la couleur de l'eau change, donc le plancton change à cause du barrage d'Arzal. Donc, j'ai voulu comprendre. Et en 76, je suis venu sur le continent, j'ai quitté l'île de Watt, où j'ai passé des merveilleuses années avec les Iliens, à repeupler. On faisait quand même 100 000 bébés homards par an, qu'on réensemençait depuis Brest jusqu'au Croisic. Bref, on réensemençait la mer. Et ça rappelle cette histoire du Japonais qui plantait des arbres pour sauver le plancton, quoi.
l'article que j'ai fait, là, pourquoi les sardines raffolent des châtaignes. Et je raconte justement dans cet article pourquoi le barrage d'Arzal a complètement foutu en l'air le pays de Redon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, Pierre. Tu nous dis que ça a tout foutu en l'air. Concrètement, c'est quoi le résultat en une phrase? Quand on fait un barrage, on retient l'eau. Mais à un moment donné, si on n'ouvre pas les vannes, ça déborde. Quoi. Et donc, en période de fin de printemps, début d'été, quand la réserve d'eau est assez pleine derrière le barrage de la Vilaine, à Arzal, on ouvre les vannes et on balance dans la mer des quantités d'eau énormes qui s'est accumulée derrière le barrage, des bouts, toute la pollution de la Vilaine, quoi, qui s'est accumulée derrière le barrage, on la balance dans la mer. Et donc à ce moment-là, la mer, oh là là, qu'est-ce que c'est là? Donc on voit bien, la couleur de l'eau change, la matière organique se développe, les bactéries raffolent la matière organique, donc vont pomper l'oxygène. Donc hop, on a à peine éteint des poissons qui viennent mourir parce que on a un déficit en oxygène dans l'océan, c'est incroyable. Dans l'embouchure de la Vilaine, de voir des poissons qui meurent, c'est pas possible, quoi. Il y a un phénomène d'eutrophisation. Mais ça, c'est encore aujourd'hui le problème? Bien sûr. Le gros problème, c'est qu'on nous dit, il faut faire sauter le barrage. Oui, le problème, c'est que le barrage, il a été construit et toute l'organisation urbanistique pour le développement touriste de la Baule, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan est connectée par Ferrel à cette station d'eau qui alimente en eau les robinets. C'est-à-dire, si on ouvre le barrage d'Arzal, la mer pénètre dans les eaux douces, comme avant, et il n'y a plus d'eau au robinet. Ouais, le problème paraît pas simple. Revenons-en au plancton. J'ai bien aimé ton histoire de rencontre avec Pierre Rabhi. Ouais, donc tu disais que tu lui avais appris qu'on pouvait aussi ensemencer la mer. C'est ce que tu as fait pendant longtemps. Hein. Tu disais relâcher des bébés homards pour repeupler les océans. Oui. C'est ce que je lui ai raconté. J'essayais de faire ma part comme lui, quoi. Mais sur lui, l'agronomie des sols et moi, l'écologie des eaux, tout ce qui est invisible, quoi. Donc on est les porte-parole, mais on nous aime bien, on écoute bien mes conférences. Mais après, il faut agir. Alors on me dit, mais c'est les politiques, il faut aller voir les politiques. Chez les politiques, moi j'ai été les voir depuis toujours, hein, donc je connais, hein, ils sont sympathiques, hein, mais c'est des citoyens avant tout. Moi, ce que j'ai envie de convaincre, c'est les citoyens. C'est les citoyens qu'il faut convaincre. Les politiques, ils feront ce que les citoyens ont décidé. On le voit bien aujourd'hui. J'ai monté un observatoire du plancton en Chine, au Vietnam, au Cambodge, sur le lac Victoria. Bon, bref. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? C'est pour ça que j'ai créé cet observatoire du plancton à Port-Louis, la ville où je suis né. Créer cet observatoire de plancton citoyen, des gens qui connaissent absolument rien du tout au sujet, mais qui ont compris le message. Donc cette association fonctionne. Voilà, à bientôt 20 ans. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle reçoit 6000 personnes, c'est un petit truc. Hein. On a 50 mètres carrés, on a 2 salariés, des animateurs qu'on ne peut pas payer très cher malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Au-delà de ça, tu me disais que c'était de la science participative. Il y a des gens qui vont chercher du plancton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On éduque dans les écoles, on fait venir des conférences à l'observatoire et on a créé avec Océanopolis cette idée de faire objectif plancton, c'est-à-dire tous les 3-4 mois à peu près, on réunit 45 plaisanciers, les gens du pays quoi, hein, qui vont aller en mer à des endroits bien placés, un GPS, ils ont un point de prélèvement, il y a un protocole scientifique qui a été mis en place avec l'université de Bretagne occidentale. On a mis un protocole, on fait ça dans les normes, on prélève, on échantillonnage et on envoie dans les laboratoires. Parce que les scientifiques qui s'intéressent au plancton, ils existent, mais ils sont peu nombreux. Et ils peuvent pas être sur tout le littoral en train de faire des prélèvements. C'est pas possible. Mais j'ai dit, mais les citoyens, on peut prélever et t'emmener les échantillons. Et c'est là qu'est venue l'idée, quoi, de créer. Donc, c'est une belle idée. 6 ans maintenant, parce qu'on est parti pour des années. Mon idée, c'est pas d'observer le plancton de façon aléatoire, comme on le fait de temps en temps, mais c'est de l'observer quotidiennement. Alors pour l'instant, on y va tous les 3 mois, hein, on observe, mais ça a permis aussi de créer des petits observatoires de plancton, des associations qui sont créées en France pour observer, un peu comme ceux qui observent les oiseaux, vous savez, ils observent les oiseaux. Oui, ou la qualité de l'air, je pensais à la qualité de l'air aussi. Voilà, donc la qualité de l'air, là je travaille sur un projet qui s'appelle odysseus.org. Et donc, ce projet-là, c'est d'étudier les embruns marins, les aérosols marins. Est-ce qu'on ne trouve pas dans ces aérosols marins ou ces embruns marins ces déchets plastiques microscopiques, ou ces planctons toxiques, ou ces diatomées formidables? Quand tu es en train de dire qu'il pourrait y avoir du plancton même dans les embruns, c'est-à-dire dans les gouttelettes d'eau de mer en suspension dans l'air? Bah oui, tu sais bien que les nuages, ils sont formés par qui? Par l'évaporation de la mer. Et il y a un laboratoire de Clermont-Ferrand qui étudie la formation des nuages. Et ils ont découvert que dans les nuages, il y avait des micro-organismes marins. Donc ils sont intéressés. Donc je travaille avec eux, là, avec Odysseus, pour voir comment se fait le transfert de l'océan jusqu'aux nuages, quoi. C'est extraordinaire. On s'approche de la fin de ce 2e épisode. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur ou des processus qu'on n'a pas expliqués que tu voudrais faire maintenant?
Non, non, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un média. Hein. Il y a les journaux, il y a la radio, il y a la télé. Je suis un être humain, Pierre. Je suis d'abord un être humain. C'est un être humain. Si on pouvait avoir des gens comme toi qui multiplient aussi, qui fassent connaître au plus grand nombre l'importance du plancton. Je pense que ton message, en tout cas moi je l'ai entendu, mon ami Patrick qui m'a conseillé ton livre et qui m'a fait te connaître, je comprends l'importance. Enfin, je pense que n'importe qui, sans être scientifique, peut comprendre, dès lors qu'on sait que le plancton produit 50% de notre oxygène et absorbe la moitié de notre CO2 minimum, l'importance de mieux le comprendre et surtout de mieux le protéger. Et on voit bien qu'avec toute la merde qu'on rejette dans les océans, ça c'est pas nouveau malheureusement, il n'y a pas que les poissons qui souffrent ou les ours blancs, etc. Il y a aussi le plancton. En préparant cette émission, tu m'as dit que tu avais aussi rencontré Jean-Marie Pelt. Raconte-moi cette rencontre. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous êtes appris mutuellement? J'ai vu ces films dans les années 70 à la télévision, L'aventure des plantes. Je suis tombé à la renverse, la réalisation de ces films, ces livres et donc les conférences. Donc j'ai été le voir à l'occasion d'une conférence et je lui ai dit que je m'intéressais au plancton. Et donc il m'a dit mais c'est super, continue, c'est bien. Donc ça c'était la rencontre. Et il me dit pour ton prochain bouquin, le manuel du plancton, je te fais ta préface. J'étais super fier quoi. L'éditeur me demandait la préface de Jean-Marie Pelt, mais il répondait plus au téléphone. Puis j'ai appris quelques semaines après qu'il était décédé d'un cancer quoi. Et ça, c'était terrible pour moi parce que je l'avais au téléphone et j'avais l'impression que quand il me parlait, il était en pleine santé, quoi. Mais non, il était en fin de vie, en fait. Quel est le message que tu retiens de Jean-Marie Pelt, Pierre? Quel est le message numéro 1 que tu retiens de ta rencontre? C'était un grand herboriste, pharmacien, connaissance des plantes. Il a su communiquer dans la série L'aventure des plantes. Mais c'est à voir. On devrait les ressortir, ces films. C'est une série, 12 films, je crois, qu'on peut voir à l'INA. Moi, je les ai, c'est à tomber la rose. Et ben, les 2 premiers épisodes, c'est sur quoi? Sur le phytoplancton. Oui. Ah oui, les 2 premiers épisodes, c'était sur le phytoplancton déjà. Parle-moi de ton travail avec Perrin sur Océan, Jacques Perrin. Je vais faire court. Un jour, on me demande de venir faire des conférences sur le plancton à Paris. J'étais en bas du Muséum national d'histoire naturelle. J'avais un grand écran, je faisais des conférences. J'avais ma goutte d'eau, je mettais la goutte d'eau, je racontais ce qu'on s'est raconté là sur le plancton. Dans les gens qui venaient écouter en plein air, il y a une équipe qui est venue me voir, elle me dit mais tu fais ça depuis quand? Oh, depuis toujours. Tu peux nous montrer, tu as un microscope? Oui, j'ai mon microscope qui est à côté. Donc je mets la goutte d'eau. On va dire, oh, c'est intéressant ce que tu fais. Je savais pas qu'il était. Il dit, bon, est-ce qu'on peut se rappeler un de ces jours? Ouais. Donc, il me rappelle, quelques jours après, il me dit, voilà, on a parlé de toi à Jacques Perrin, et il aimerait bien que ce soit toi qui t'occupes de la partie plancton du film Océan. J'ai tombé à la renverse, j'ai dit, mais attendez, c'est pas possible, avec le microscope que j'ai, je pourrais pas faire des images, sur grand écran. Il dit, non, pas de problème, on va fabriquer un microscope spécialement pour le tournage. Et ils ont fabriqué un microscope énorme avec des ordinateurs, un truc très compliqué quoi. Et donc on a fait le tournage à Oceanopolis de la séquence. J'avais le droit à 45 secondes. Elle est très courte, mais elle est vraiment superbe. Voilà, j'avais un scénario. Jacques Perrin m'avait envoyé un peu ce qu'il attendait de voir sur l'image. Donc j'avais compris ce qu'il voulait. Et donc moi j'ai fait le casting. J'ai trouvé les planctons qu'il voulait voir en scène. Et après il y avait le réalisateur Jacques Clouzot qui était là. Il y avait une équipe de 8 techniciens qui faisaient tourner cet ordinateur avec son microscope. Parler des diatomées, des copépodes? On parle pas de ça dans le film, non. Il me disait en gros, toi dans la séquence qu'on voudrait voir le plancton, on est dans l'espace, on est dans le cosmos, et surtout, faut pas qu'on s'imagine qu'on est dans la mer, quoi. Voilà. Son idée, c'était que la vie est née du cosmos, quoi. Et donc, on démarre dans le noir, on voit scintiller des étoiles. Les étoiles, c'est pas des étoiles, c'est du phytoplancton que j'avais mis sur fond noir, quoi. Et à un moment donné, on voit une planète qui traverse l'écran, quoi. En fait, c'est un œuf de homard qui traverse. On a l'impression que c'est une planète qui traverse l'écran dans les étoiles. Ah oui. Le microcosme et le macrocosme, Pierre, c'est un peu ça. Voilà. Et à un moment donné, on voit une multitude de petits satellites. Donc, j'ai fait la reproduction d'oursins. J'ai compris que ça pouvait ressembler à des lemmes, tu sais, qu'on envoyait dans l'espace à l'époque. Et donc, on voit ces petits satellites qui tournent autour de cette boule noire qui traverse l'écran, quoi. Et ce sont en fait des larves d'oursins. Il me dit surtout, mets pas de verre, hein. Je dis oui, mais si je ne nourris pas, mes larves vont crever. Donc, j'arrivais tôt à 6h du matin. Je leur donnais à bouffer à mes larves d'oursins, de façon à ce qu'à 9h, 10h, quand l'équipe de tournage arrivait, les oursins avaient digéré leur plancton, donc il n'y avait plus de traces vertes à l'intérieur. Il dit parce qu'on est dans le cosmos, tu comprends, dans le cosmos, si on commence à parler de photosynthèse, on est foutu, quoi. Voilà. C'est la forme des larves d'oursins qui l'intéressait, quoi. Voilà. Et c'était une belle rencontre parce qu'après on a échangé par téléphone. On s'est vu à la radio. J'ai fait une émission avec CO2 Mon Amour avec Denis Chessou et lui par téléphone. Comme ça, c'était super. Et il m'a bien rendu et il m'a autorisé
à utiliser certaines images pour la voix des océans. Si tu regarderas le générique, tu verras le nom des gens qui m'ont aidé à mettre en image cette symphonie. Avec ta permission, Pierre, j'aimerais bien utiliser peut-être quelques mesures de la voix des océans, peut-être pour le générique final de notre émission, si tu le souhaites. Oui, bah, tu les auras, puisque je t'ai envoyé le film, je crois. Hein. Ouais. Bah, je prendrai un petit bout de musique et je le mettrai dans le générique de la fin de l'émission. Voilà, vers la fin, il y a une voix de soprano aussi qui est super belle. Ouais. Et les images se terminent par une baleine, parce que mon idée, c'était dans cette symphonie de mettre le plancton au même niveau que la baleine, quoi. C'est presque oriental comme philosophie, c'est-à-dire que la baleine mange le plancton, le plus gros mange le plus petit, dans une espèce d'unité et d'harmonie que la musique que tu as créée avec ce pianiste brésilien. Antonio Santana. Ouais. Les gens, il fallait pour les images. Ouais, formidable. Très bien, et bien là-dessus, je pense que, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, cher Pierre, on va à nouveau se quitter. Je te remercie de cette discussion incroyablement enrichissante. J'espère te rencontrer bientôt. Salut Pierre. Salut Kenao, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien du podcast Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos critiques, conseils, suggestions et idées, pourquoi pas des contacts, sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.